Vous avez la parole, monsieur Louis. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous parler de terrorisme, je vais vous parler plutôt de groupes armés. Je choisis volontiers cette dénomination plutôt que celle de terroriste parce que lorsqu'on parle de terroriste, de terrorisme, on subsume toujours des actions essentiellement marquantes, essentiellement visant à frapper l'opinion. Et j'utilise le terme de groupe armé parce que je me pose la question, non pas en termes de violence, mais en termes de state building, comme on dit en français moderne, donc de formation de l'État. Et au fond, la question est la suivante. Au mois de juillet, l'opinion mondiale découvre l'État islamique, Daesh, découvre qu'il est capable de s'emparer d'un territoire très important, non seulement de s'en emparer, mais également jusqu'à maintenant de le tenir. Et M. Rasputin vient de nous dire qu'actuellement il y a une coalition de 40 pays contre lui. Cela a pu surprendre, mais c'est là que je me pose véritablement la question, est-ce que nous ne sommes pas en face, avec Daesh, mais avec d'autres aussi, en face de nouvelles formes d'organisation politique ou proto-étatiques qui sont capables de concurrencer les États. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec Daesh, je dirais, la chose est apparue au grand jour. Mais lorsque on examine ces mouvements, ces groupes armés, que ce soit l'IRA en Irlande du Nord, que ce soit les FARC en Colombie, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, et lorsque on a commencé à les analyser, eh bien, au début des années 2000, on a avancé un chiffre tout à fait intéressant. Au début des années 2000, on a estimé que le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces groupes armés, quelle que soit leur obédience, que ce soit l'IRA, que ce soit les FARC, que ce soit le Hezbollah, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit le Hamas, indépendamment de leurs objectifs politiques ou de leur composition. Eh bien, leur chiffre d'affaires annuel, tout mouvement confondu, correspond à 2 fois le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne. Donc c'est quand même quelque chose de relativement important. Et la plupart de ces mouvements se financent via l'économie informelle, l'économie grise. L'économie informelle n'est pas forcément illégale, l'économie grise en général l'est. Et cette économie représente, selon les estimations, elle ne publie pas de bilan chiffré, selon les estimations, entre 15 et 20% du produit brut global. Ceci veut dire qu'on n'est pas en face, je dirais, d'un épiphénomène, d'une subite éruption dans une zone déstabilisée comme l'est la Syrie et l'Irak, mais peut-être qu'on est en face d'un mouvement beaucoup plus profond et qui est en train de donner naissance à de nouvelles formes d'organisation politique qui ne sont pas en mesure de supplanter, mais en tout cas de concurrencer l'État moderne, l'État-nation. Alors, quand j'utilise le terme de révolution militaire, je ne l'utilise pas simplement, je dirais, dans un but journalistique. J'utilise le concept de révolution militaire tel qu'il a été élaboré par les historiens anglo-saxons à partir des années 1950. Et qui dit, au fond, lorsque les transformations de l'art de la guerre atteignent une importance, atteignent un volume et une durée telle, alors elles entraînent une transformation des formes d'organisation politique. Et selon eux, l'apparition des armées modernes à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire des armées professionnelles, utilisant systématiquement les armes à feu, multipliant les effectifs par rapport à la période médiévale par 10 voire plus, a conduit à la création de l'État moderne, c'est-à-dire essentiellement la création de l'impôt, et ensuite d'une bureaucratie centralisée pour le lever, et donc, à partir de là, les bases de l'État moderne. Donc, j'essaye de transposer ce raisonnement sur les groupes armés. On a, je dirais, surtout dans le monde anglo-saxon, eu tendance à utiliser le terme de révolution militaire un peu à tout propos. Et notamment le développement au début des années 90 jusqu'à la guerre d'Irak
la guerre américaine d'Irak, le développement des armes de très haute technologie a été assimilé à une révolution dans les affaires militaires. Mais les historiens qui ont développé ce concept nous disent « Ah, non, il ne suffit pas de changer un crochet de gamelle ou de trouver un missile plus performant que les autres pour qu'il y ait révolution militaire. Il faut une durée. Et il faut une durée d'environ 100 ans. » Il considère que la naissance de l'État moderne, à la fin du XVIe siècle, s'était allée, donc ce processus, cette dynamique, s'était allée grosso modo entre 1560 et 1660, donc sur une centaine d'années. Et que cette centaine d'années a permis de lancer une dynamique qui a abouti à l'État moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, si c'est cet élément de durée qui est le plus important, je vais essayer de voir si on le retrouve. Parce que Daesh remonte pour l'opinion publique au mois de juin. Donc on est loin des 100 ans. Mais si on prend les mouvements de guérilla, les mouvements de résistance, et qu'on essaye de les périodiser, toute périodisation est arbitraire, mais elle nous permet de nous orienter. Si on essaye de les périodiser, on n'est pas très loin de la centaine d'années. Je commence en 1940. Et excusez-moi de commencer par le 19 juin 1940 et non pas le 18 juin 1940. Ça n'est pas par esprit de contradiction vis-à-vis de mes hôtes français, mais le 19 juin 1940, Churchill lance son fameux mot d'ordre « Mettez l'Europe à feu », de façon à évidemment lutter contre l'occupant nazi et à le distraire de ses projets d'invasion de l'Angleterre, etc. Et donc, à partir de là, de 40 à 45, on va développer, d'un point de vue stratégique, il n'y a pas d'ambition politique, d'un point de vue stratégique, les méthodes pour encourager, développer, soutenir tous les mouvements de résistance en Europe, en Yougoslavie, et ensuite l'Union soviétique fera la même chose à partir de l'invasion de la Russie. Donc on a une première période, 40-45, période stratégique. 45, fin de la guerre, mais ça recommence immédiatement avec la décolonisation. 45, 75, c'est un peu arbitraire, c'est la chute de Saigon. 45, 75, c'est toute la période de la décolonisation et des guerres révolutionnaires. Là, le mouvement prend de l'ampleur. On n'a plus simplement des groupes de partisans avec des armes improvisées qui reçoivent des parachutages. On a de véritables fronts de libération nationaux dont certains vont devenir des États. Deuxième période, donc période politique, où au fond la guérilla devient codifiée. La terreur est codifiée aussi parce que il faut prendre en main la population, et les guerres de décolonisation le montrent, que ce soit l'insurrection ou la contre-insurrection, vont faire un usage abondant de la terreur et de la contre-terreur. Donc deuxième phase, 45-75. Troisième phase, à partir des années 80. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 80, alors, les mouvements de libération nationaux qui ont pu devenir des États sont devenus des États. Mais beaucoup de mouvements n'y sont pas parvenus. Prenons l'IRA. L'IRA n'a pas réussi à obtenir l'indépendance de l'Irlande du Nord ni à la rattacher. Prenons l'OLP. Prenons les FARC en Colombie. Ces mouvements ont parfois une durée de vie supérieure à certains États. Les FARC ont une durée de vie supérieure à l'État d'Israël, par exemple. Et dans les années 80, on assiste à ce que j'aurais envie d'appeler une phase économique. C'est-à-dire que ces mouvements se rendent compte qu'ils sont un peu à la merci des alliances internationales. Une fois, l'OLP est soutenue par les monarchies pétrolières, une fois, elle est lâchée. Une fois, l'IRA est soutenue par la diaspora irlandaise aux États-Unis, une fois, on la laisse tomber. Et c'est la même chose pour tous ces mouvements. Et donc, ces mouvements cherchent à gagner leur indépendance financière. Comment vont-ils le faire? Il n'y a pas des bons et des méchants. Mais quand on est un mouvement, un groupe armé, que l'on lutte contre un État, il est difficile de déposer des demandes de subvention à l'Organisation des Nations Unies ou à l'Union européenne. Donc, on va se tourner naturellement vers l'économie grise, l'économie informelle. Et qui permet d'accéder à l'économie informelle? C'est le crime organisé. Et à partir des années 80, on assiste à un mariage contre nature, mais obligé par les événements, de ces groupes armés qui se rapprochent des mafias et du crime organisé, non pas par goût du luxe, non pas par
abandon de leurs idéaux, mais par nécessité pour trouver les moyens de financement. Et à partir de là, je dirais, une mécanique, une dynamique s'enclenche. La globalisation financière, la libéralisation des marchés financiers ne va faire qu'accélérer le mouvement, et on a ce résultat auquel je parlais tout à l'heure, 2 fois, et ça c'était il y a 10 ans, 2 fois le PIB du Royaume-Uni. Et si on prend les caractéristiques, on voit que les caractéristiques sont intéressantes parce qu'elles prennent le contre-pied de l'État moderne. L'État moderne, c'est quoi? C'est un territoire, une population et un gouvernement. Or, les 2 principales caractéristiques des groupes armés, c'est une puissance militaire, on le voit bien avec Daesh, mais on le voit bien aussi avec le Hamas, le Hezbollah, les FARC ou autres, et une puissance financière. Quand je dis puissance financière, on se comprend, c'est-à-dire que c'est le moyen de se financer de manière autonome. Il ne s'agit pas nécessairement de faire des profits. Les groupes armés ne sont pas les banques suisses, dans ce sens-là. Mais leur financement leur permet de vivre de manière autonome et donc d'être indépendants de toute pression extérieure. Et à partir de là, on a une forme d'organisation qui est résiliente, qui est relativement solide, beaucoup plus efficace, semble-t-il, que les États, et qui, du point de vue stratégique, a la liberté d'action. Pourquoi? Parce qu'ils disposent librement et exactement comme ils l'entendent de leur financement. Ce qui n'est pas le cas pour les États, puisque la crise 2008 l'a bien montré, et puis ensuite, il y a des procédures parlementaires, heureusement, qui font qu'un État ne peut pas soudain distraire une partie de son budget pour une action stratégique qu'il juge utile. Donc, ces mouvements ont non seulement une durée, ils ont également une flexibilité que l'État moderne n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est en raison de cette durée, 1940, selon la périodisation que je vous ai proposée, jusqu'à aujourd'hui, et sans doute demain également, on n'est pas loin du siècle. On n'est pas loin du siècle. Et donc, comme Norbert Elias, le sociologue, disait à propos de l'État moderne en son début, au début, l'État moderne, c'est simplement des féodalités en concurrence. Des féodalités en concurrence. Et cette formulation me frappe beaucoup quand je vois l'émergence de ces groupes, leur solidité et leur efficacité. Merci de votre attention.